Alors après, effectivement, si on regarde les témoignages des étudiants en étant sensibles aux aménagements qu'ils proposent, parce qu'ils expliquent leurs difficultés, et en même temps, c'est intéressant aussi de les écouter pour voir ce qu'ils réclament comme aménagement. Hein. Ce n'est pas seulement des spécialistes qui vont imaginer ces aménagements, mais les personnes elles-mêmes qui sont dans la situation peuvent très bien donner des idées, justement, aux professionnels pour mettre en place un certain nombre d'aménagements. Alors, il y a Joanne qui parle de notamment par rapport à ses difficultés de relation avec les autres, eh bien, qu'est-ce qu'elle propose comme aménagement. Et puis, Magali, enfin, là, elles sont toutes les deux, elles font des propositions pour justement permettre de faire face à ces difficultés de relation avec les autres. Alors on va écouter donc à la fois Joanne et Magali et les propositions qu'elles font. Déjà, je pense qu'il est important de savoir ce qui le dérange. Je pense que c'est un bon début. Connaître l'individu, c'est probablement le meilleur moyen d'avoir de bonnes relations avec. Surtout que ce qui s'applique à une personne autiste ne s'applique pas forcément à une autre. Les aménagements, ce serait comme dans le monde du travail, c'est-à-dire un espace où on peut se ressourcer régulièrement, où il n'y a personne qui nous parle. Parce qu'on est toujours tenté quand il y a une personne qui est toute seule. Tout à l'heure, j'étais toute seule sur le canapé, on est venu me parler et bon, j'étais contente, mais j'avais envie de me ressourcer. Et de respecter ça. Et surtout, pas de bruit pendant les cours. Parce que là, c'est pour tout le monde comme ça, mais pour une personne qui a des troubles sensoriels auditifs, c'est encore pire. Sélectionner quelques étudiants autistes friendly, puis les débriefer, les coacher, et les faire interagir avec la personne concernée. Et aussi, pareil, ne pas forcer la personne en la regardant dans les yeux, en s'approchant trop près, en étant trop près physiquement. Ça incommode beaucoup. Alors, quels aménagements les personnes autistes proposent-elles? Alors, Joanne, effectivement, recommande d'être attentif, donc elle pense à ses camarades étudiants, d'être attentif à elle, à ses besoins. Hein, et elle dit ce qui est important, c'est de bien connaître la personne, hein, pour tenir compte justement des difficultés qu'elle rencontre et de s'adapter. Hein. Encore une fois, c'est pas connaître l'autisme en général, mais c'est bien connaître la personne. Et Magali le dit aussi, hein, connaître la personne et respecter un petit peu son besoin de se mettre à l'écart, parce que souvent c'est ce qu'elle fait, la personne autiste. Hein. Comme elle a des difficultés de relation avec les autres, elle s'isole un petit peu. Donc, ce qu'il faut expliquer aux autres, effectivement, c'est que cet isolement, c'est un besoin, et il ne faut pas forcer les choses, il faut les laisser. Magali propose même, effectivement, une salle un petit peu à part, mais c'est déjà dans le guide d'accompagnement des personnes handicapées, hein, envisager justement une salle un petit peu tranquille où la personne peut aller toute seule se ressourcer. Parce que c'est vrai que voilà, elles ont besoin, ces personnes, hein, de cette solitude à certains moments. Mais bon, en même temps, elle dit, mais on peut aussi, parmi les étudiants, en choisir quelques-uns qui vont interagir avec la personne à certains moments. Voilà, elles ne veulent pas s'enfermer complètement dans leur solitude. À certains moments, elles ont aussi envie de communiquer, mais il faut essayer de comprendre et de respecter ces moments de pause, hein, ces moments d'isolement, et surtout ne pas mal les interpréter. Donc ça, c'est effectivement un aspect important. Alors après, parmi les témoignages qui sont donnés, il y a les problèmes de comportement.
Alors ça, c'est effectivement un gros problème parce que bien souvent, le comportement qui dérape pour l'étudiant autiste, c'est ce qui risque de le faire exclure. Hein. Donc c'est important d'y réfléchir. Et effectivement, il y a ceux qui arrivent à maîtriser leur comportement et ne pas avoir de crise et de comportement inadapté, hein, comme Valentin par exemple. Joanne, elle y arrive à certains moments, mais elle a quand même besoin, et elle le dit, d'être aidée, d'être accompagnée. Donc, effectivement, se positionner par rapport aux autres. Il y a ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Il y a ceux qui ont besoin d'être aidés, hein, et ceux qui peuvent se débrouiller tout seuls. Alors, on peut écouter ce qu'en disent Valentin et Joanne, parce que là, on a deux exemples, justement, deux exemples un petit peu contrastés. Donc, l'un qui arrive à se maîtriser, hein, et à passer inaperçu, même quand il y a des choses qui le dérangent, et puis l'autre qui n'y parvient pas. Donc, Valentin et Joanne. Il est extrêmement important dans le milieu de l'enseignement supérieur pour réussir à ne pas se griller tout de suite et à s'attirer les foudres de beaucoup d'étudiants et d'enseignants, c'est qu'il faut savoir se taire. Par exemple, lorsqu'un enseignant fait une faute, je donne un exemple, une enseignante qui avait dit qu'il y avait 1 million d'habitants au Luxembourg, alors que c'est 3 fois moins, que le TGV Est avait été inauguré en 2012, alors que c'était en 2007, mais des choses comme ça, il faut vraiment, et c'est très difficile, réussir à savoir se taire et prendre sur soi. Ça, c'est valable dans le milieu de la scolarité jusqu'au baccalauréat, et ça se passe mieux quand on interpelle un enseignant, parce que quelque part, quand on est enfant, on est un peu insouciant, donc on interpelle l'enseignant sur un phototableau. Ça, c'est bien connu, c'est un peu un cliché de l'autisme, mais qui est vrai. C'est que beaucoup de personnes autistes ne supportent pas les fautes, les erreurs, donc elles ont toujours besoin de... C'est en ça qu'on dit que les personnes autistes sont pédantes, parce qu'elles rappellent le professeur à l'erreur, etc. Mais c'est pas une volonté d'être pédant, c'est juste une volonté de rétablir la vérité, parce qu'il y a une conscience de la vérité qui est très forte chez les personnes autistes. Ça, c'est vraiment important. Et en tout cas, une détestation absolue de l'erreur si tant est qu'elle est détectée. Donc du coup, rappeler l'erreur à l'enseignant, lever la main pour dire une faute au tableau, ça se passe relativement bien, sauf exception à l'école primaire, collège. Auprès de l'enseignant. Auprès des autres, c'est une catastrophe. Mais je parle auprès de l'enseignant. Par contre, dans le milieu universitaire, quand il y a 90 étudiants dans un amphithéâtre, ou même un peu moins dans mon cas, mais ça, on n'a pas le droit de faire. Et il vaut mieux laisser perdurer l'erreur. Alors pour moi, c'est pas logique du tout, parce qu'une erreur, c'est fait pour être corrigée, sinon ça s'appellerait pas une erreur. Mais malheureusement, on laisse l'erreur perdurer et on doit apprendre à savoir se taire. Alors pour ma part, j'ai des petites compensations physiques quand vraiment il y a un sujet qui me fait hérisser les cheveux sur la tête. Alors je serre les poings très fort, ou je peux me mettre à trembler pour ne pas avoir à rappeler l'enseignant à sa faute. Ça m'est déjà arrivé de sortir de la classe pendant quelques instants parce que j'ai pas trop envie de déranger la classe. C'est pas toujours évident. Et il y a des fois où ça passe mieux que d'autres. D'autant plus que je suis quelqu'un qui est aussi assez bruyante. Genre, généralement, si on entend quelqu'un en dehors de la classe, généralement, c'est moi. Ça arrive des fois qu'ils se plaignent, mais je trouve que ça arrive moins souvent que ça devrait l'être. Je suis vraiment entouré de gens bien.